Bonjour à tous qui vous connectez pour notre premier court-circuit de 2024. Encore désolé pour la semaine dernière, nous avons eu quelques ennuis techniques qui nous ont empêchés de tenir le webinaire avec M. Charret et il a gracieusement accepté à une semaine de préavis de reprendre l'exercice, donc je le remercie. Pour vous qui vous connectez pour la première fois, je vous explique un petit peu le concept du court-circuit. Un court-circuit, c'est une discussion très brève d'environ une quinzaine de minutes maximum avec une personnalité publique sur un sujet donné. Donc, je me présente, je m'appelle Laurence Staudt, je suis directrice des affaires publiques chez Aucoin Stratégie et Communication et je salue par le fait même les gens qui nous écoutent en rattrapage parce que ce webinaire est enregistré. Donc, je vous salue. Donc, sans plus attendre, je voudrais vous présenter notre panéliste aujourd'hui que la plupart d'entre vous connaissez déjà. Monsieur Charret, sa carrière a débuté en 1984 en politique. Donc, on se discutait de ça l'année dernière. Ça fait 40 ans qu'il a été élu pour la première fois député fédéral de Sherbrooke. Donc, on ne révèle pas son âge en disant ça. Il a toujours été très important durant toute sa carrière politique de continuer de représenter la circonscription de Sherbrooke, dont je suis native également. Pendant sa longue carrière politique, il a été le plus jeune ministre fédéral de l'histoire, chef du Parti progressiste conservateur, chef du Parti libéral, premier ministre pendant 3 mandats consécutifs. Après 28 ans de service, il est retourné à la pratique du droit. Il est maintenant associé chez Terrien Couture Jolicoeur, cabinet de droit bien en vogue. Ceci étant dit, merci, M. Charret, de vous joindre à nous. C'est très apprécié. Plaisir. Le, Merci. le sujet d'aujourd'hui vous a été communiqué, mais je vais quand même faire une petite introduction pour qu'on soit sur la même page. Comme vous savez, la moitié du monde va être en élection en 2024 et plus proche de nous, on sait que les États-Unis, les primaires ont déjà débuté. Les résultats d'un sondage en janvier par le Forum économique mondial, Anne de Poilievre, ne m'envoyez pas de courriel de bêtises à cet égard-là. Un sondage qui a été mené par le Forum économique mondial de Davos indique que les 3 risques les plus susceptibles de provoquer une crise à l'échelle mondiale en 2024 seraient, en premier lieu, les changements climatiques. On n'est pas étonné de ce résultat-là. Hein? Le deuxième, c'est la désinformation créée par l'intelligence artificielle. Et en troisième place, la polarisation. Donc, ce sont les 3 risques qui ont été identifiés par les sondeurs. Il y a de quoi se poser des questions sur la santé de notre démocratie et les outils qu'on a pour pouvoir la préserver. J'ai pensé qu'il n'y avait personne d'autre que M. Charret pour discuter de démocratie et de politique. Donc, encore une fois, merci de vous joindre à nous. Et je vais commencer avec la première question pour être sûr de bénéficier du 15 minutes en entier avec M. Charret. Donc, première question, M. Charret. Vous qui avez dirigé l'État québécois pendant 10 ans, considérez-vous le phénomène de la désinformation? Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si le phénomène a empiré dans les dernières années ou c'est simplement devenu un sujet à la mode qui est comme une réponse à tous les problèmes qu'on peut voir dans la société, en gros? Merci beaucoup, Laurence, de l'invitation, puis merci à Aucoin Stratégie Communication. Une précision pour nos auditeurs qui ont malheureusement pas eu la diffusion la semaine dernière. Laurence a été très généreuse en disant qu'il y a eu des problèmes techniques. Le problème était avec moi. C'était moi le problème, avec ma difficulté à me brancher. Cela étant dit, on est donc devant vous aujourd'hui, puis je suis très heureux de vous retrouver. Laurence, tu poses une très grande question, puis je veux parler un peu de contexte rapidement, parce que j'ai été élu, moi, oui, il y a 40 ans, en 1984, j'avais 26 ans en passant. Contexte très différent. C'est intéressant de voir rapidement les grands titres dans l'évolution des choses. Ce que je retiens dans un des grands changements planétaires, c'est la fin du communisme en 1990, le mur de Berlin qui tombe, la Russie qui s'ouvre. Et là, on est entré dans une période qu'un politologue américain très connu, appelé Francis Fukuyama, avait appelé la fin de l'histoire, the end of history, en faisant référence à un philosophe français. Et essentiellement disait on va vivre dans un monde unipolaire où on va recevoir, on va bénéficier d'une longue période de paix, etc. Ben, on sait que ça n'a pas été le cas, que l'histoire nous a rattrapés. C'est une des leçons qu'il faut tirer. L'histoire, on choisit à nos périls d'ignorer les leçons de l'histoire. Et c'est ce que nous vivons en ce moment. Cette période-là de 90 a été suivie par une longue période d'accélération des échanges commerciaux sur la planète dont le Canada a beaucoup bénéficié. Ça inclut des accords commerciaux comme
qu'on appelait l'ALENA à l'époque, qui est devenu un accord commercial Mexique, Canada, États-Unis, mais aussi la construction de l'Europe, par exemple. Et cette mondialisation a eu des bénéfices très importants. Entre autres, ça a fait émerger une nouvelle classe moyenne partout sur la planète, en particulier en Asie. Et l'axe économique de la planète s'est déplacé vers l'Asie. Ça a fait émerger devant nos yeux, Laurence, une nouvelle superpuissance, littéralement dans l'espace de notre génération. Historiquement, c'est du jamais vu avec la Chine. Et il y a eu, sur cette période-là, évidemment, l'émergence de l'enjeu du climat. La grande récession de 2008-2009 a vu émerger l'enjeu de l'autoritarisme, du populisme, des dépenses militaires, des nationalismes exacerbés. Et là, le Canada s'en est très bien sorti dans cette période-là. Le Québec en particulier, grâce au gouvernement de Jean Charest, mais ça, les ingrats ne le reconnaissent pas. Et cette période-là nous marque encore aujourd'hui. Suivi de la COVID-19, et je vais vous faire une remarque à nos auditeurs sur la COVID-19 et toutes les mesures économiques qui ont été prises un peu partout sur la planète suite à ça, les taux d'intérêt, quantitative easing, les mesures fiscales. Tout ça est un laboratoire. Hein. Tout ça là, a été fait dans un contexte sans précédent. On oublie de se le rappeler, mais les conséquences des décisions prises par les gouvernements, des banques centrales, on commence à les mesurer aujourd'hui, à vivre avec, incluant l'inflation. Puis à tout ça, les médias sociaux. Alors, pour répondre à ta question, oui, ça a changé radicalement. Les médias sociaux, ça a dopé en quelque sorte ce mouvement de populisme qu'on voit partout dans le monde. Et toute cette question-là de l'authenticité, la fiabilité de l'information, de la manipulation s'est imposée en accéléré depuis les 5 dernières années. Et l'émergence de l'intelligence artificielle vient d'ajouter toute une autre couche à cette très forte préoccupation de la fiabilité de la communication et de sa manipulation par des gens qui ont des mauvaises intentions dans nos élections générales. Et cette année, c'est l'année géopolitique de la planète avec des élections qui vont toucher, je pense, 60% de la population, incluant les États-Unis, incluant l'Inde, incluant l'Union européenne dans son Parlement. Alors, toute cette question-là, elle est extrêmement préoccupante. Est-ce que c'est la même chose en ce qui a trait à la polarisation? Parce qu'il y avait vraiment dans le rapport il distinguait vraiment la désinformation et la polarisation. Est-ce que ça va, selon vous, ensemble? Est-ce que l'un cause l'autre? C'est quoi votre opinion? Les deux sont liés. Les deux sont liés, Et dans le cas de la polarisation, qui est une conséquence, un résultat, un effet du populisme, parce que dans le discours puis l'approche populiste, on doit aller aux extrêmes pour pouvoir s'exprimer puis aller chercher un électorat qui, sur le plan des émotions, réagit à certaines situations. Et là, cette polarisation-là sert les gens qui mobilisent des groupes qui, en passant, n'oublions pas, peuvent être des minorités dans une démocratie. Mais ce sont les minorités motivées, agissantes, financées, qui changent les choses. Parce que la majorité, elle, comme d'habitude, plutôt complaisante. Je vais vous donner un exemple au Canada. Moi, je me définis comme étant un conservateur sur le plan fiscal et plus libéral sur le plan social. Je pense qu'il y a une pluralité de Canadiens qui sont là. Mais c'est pas ces gens-là vivent leur vie de tous les jours, Laurence. Ils sont pas à Ottawa à manifester, là. Ils sont pas, c'est pas alors que les groupes plus motivés, même si c'est des minorités, c'est eux qui se donnent voix au chapitre. Ils sont à droite, ils sont à gauche également. Puis ils s'alimentent d'un discours populiste qui va beaucoup les décevoir, mais qui a beaucoup d'effets et qui réussit à faire élire le gouvernement. C'est sûr que l'avènement des médias sociaux, ça leur permet aussi de discuter avec des gens qui partagent Ah, des opinions. Puis ça fait une espèce de chambre à écho. On en parlait souvent dans les dernières années, que les mêmes opinions, on recherche les gens qui ont comme nous les mêmes opinions, ce qui fait en sorte qu'on parle toujours de la même chose avec des gens qui sont d'accord avec nous. Donc, ça nous radicalise aussi par le fait même. Donc, c'est sûr que c'est un élément c'est un effet de silo. C'est ça? Alors, pensez aux médias que vous lisez, vous, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Tu sais, les gens qui disent un média toute leur vie, bien forcément, ils vont vivre dans un environnement qui a une perspective. Si vous lisez plusieurs médias,
et vous vous forcez à avoir un esprit critique, mais là, ça va vous donner une perspective qui est beaucoup plus horizontale de l'ensemble des enjeux. Mais ça, c'était vrai même avant la venue des médias sociaux. Et là, prenez il y a eu un débat dernièrement, une proposition pour qu'on finance les médias régionaux à partir de la vente d'appareils intelligents. Mais arrêtons-nous une seconde, là. Les Québécois ou les Canadiens qui ont 30-35 ans, qui s'alimentent uniquement en lisant ou leur information là-dessus, même s'ils payent une taxe sur, est-ce qu'ils vont se mettre à lire le journal local? Ils vont-tu changer vraiment? Je pense pas, moi. Je pense que... Et là, les gouvernements sont rendus au point où ils posent des mesures pour se protéger. Alors, vous avez peut-être vu à la conférence de Munich, il y a une grande conférence sur la sécurité à chaque année. Il y a une vingtaine de compagnies de tech qui ont annoncé qu'ils allaient prendre des mesures pour mieux contrôler l'information issue de l'intelligence artificielle dans le cadre des élections générales. Et leur objectif, dans les rapportages qu'on a vus, c'est au moins identifier pour le lecteur ce qui est issu de l'intelligence artificielle lorsqu'il le lise, qu'il le sache, que ce n'est pas Jean Charest lui-même qui parle, mais un avatar de Jean Charest qui leur parle. Et qu'ils puissent au moins avoir une information qui les éclaire sur la possibilité de manipulation. Ça me fait penser aussi au public reportage. Il est toujours marqué, par exemple, ce reportage est commandité par tel, dont on sait que c'est une publicité, mais qui est écrit selon le style journalistique pour essayer d'avoir un peu de crédibilité. Oui, C'est oui. drôle parce que ça m'amène à ma troisième question. Est-ce que vous pensez, selon vous, que le gouvernement ou les gouvernements ont des outils adéquats dans son coffre à outils pour contrer ces phénomènes-là qui sont émergents depuis quelques années? Est-ce que, vous qui avez été au gouvernement, mais quand même, que vous avez quitté il y a quand même 10 ans, est-ce que vous pensez que les gouvernements ont le pouvoir d'agir sur ces phénomènes-là? La réponse très courte, c'est non. Et le développement de ces outils-là est en continu. Au tout début du développement de l'Internet, en 1996, les Américains ont voté une loi extrêmement importante avec un article dont le numéro est devenu symbolique, l'article 230. L'article 230 du Communication Act des États-Unis protégeait les porteurs, les compagnies de techno du contenu qui venait d'une troisième partie contre les poursuites en diffamation ou en responsabilité. Tout ça, et là, tout ça est remis en question. Mais l'élément clé, Laurence, là-dessus, c'est l'imputabilité. Les gens agissent de manière responsable quand ils sont imputables. Et d'ailleurs, les politiciens, ce qu'ils ont le plus reproché historiquement aux médias, c'est l'absence d'imputabilité, ce qui est encore vrai aujourd'hui. Je regrette, là, pour ceux qui sont dans les médias, les gens peuvent faire plein de choses sans être redevables de ce qu'ils écrivent puis disent. Et ça inclut autant les journalistes que les commentateurs. Puis là, il y a une grande confusion. Là, placez ça, l'absence d'imputabilité, dans le contexte de l'intelligence artificielle, puis vous avez un sacré problème. Alors là, les compagnies le reconnaissent elles-mêmes. Je pense que les compagnies prennent les devants, Laurence, parce qu'ils savent qu'à défaut pour eux d'agir et de faire la démonstration qu'ils agissent de manière responsable, les gouvernements vont, eux, les rattraper. Que ce soit l'Union européenne, puis les gouvernements à suggérer, à surveiller excusez, c'est l'Union européenne qui a toujours été à l'avant-garde de ces sujets-là, de la protection de la vie privée, etc. Mais les Américains aussi. Les Américains aussi vont sans doute bouger là-dessus. Mais c'est un grand, grand, grand sujet. Tant qu'il n'y aura pas un minimum d'imputabilité, on va vivre un peu dans le Far West la communication pour ceux et celles qui la consomment. C'est drôle, on semble s'être consulté, mais on ne s'est pas consulté sur le fait que ma dernière question, puis là, je sais que vous voyez le temps filer, ça va être notre dernière question ce midi, mais vous parlez d'imputabilité, est-ce que vous pensez, puis je connais la réponse à cette question-là, mais est-ce que vous pensez que les élus aussi, on parle des médias, mais est-ce que les élus aussi ont un rôle à jouer parce qu'eux autres aussi doivent protéger la démocratie, ils sont partie prenante du processus, puis de l'environnement, de l'écosystème? Eux aussi, tu sais, des fois, on voit des gens dire un peu n'importe quoi, pas valider leurs faits. J'ai une personne en tête, je pense qu'on a la même. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un apprentissage de leur côté ou un resserrement qui doit se faire? Les élus ont une responsabilité qui est plus grande, plus importante que la moyenne des acteurs parce qu'ils ont la responsabilité de faire des lois. Alors, et s'ils les font, ils ont la responsabilité de les respecter parce que si un législateur ne respecte pas les lois, comment peut-il demander à tout le monde de le faire?
Et ça, c'est la règle non écrite, la responsabilité de l'élu, mais elle est beaucoup escamotée ces jours-ci parce que nous vivons dans un monde où il est devenu acceptable de travestir les faits pour pouvoir avancer un argument. Et même devenu, c'est même attendu que, oh, on va exagérer, ce que certains appelaient de l'exagération, qui a toujours existé, en passant, un grossissement de la caricature, ça fait partie de la vie politique, c'est pas nouveau. Mais il y a une ligne à tracer entre l'exagération et mentir carrément, puis inventer des choses. Et là, c'est pour ça que là, les médias ont un rôle de surveillance pour que s'assurer que les politiciens sont imputables, mais encore faut-il qu'eux-mêmes le soient imputables également dans leur travail. Alors, les législateurs ont cette responsabilité. J'espère qu'ils vont agir, mais les législateurs sont typiquement de très mauvais acteurs sur ces sujets-là. Par exemple, les législateurs reprochent beaucoup la démagogie en politique, alors qu'ils sont les premiers à être démagogues. Et souvent, les politiciens sont les premiers à dénigrer la politique, au lieu de faire appel à un sentiment plus noble et à des comportements qui sont en plein de hauteur et de noblesse. Et ça, moi, je vous dis ça, peut-être que vous allez me dire que je suis un nostalgique, là. Moi, je pense que ça s'est perdu pas mal depuis les dernières années. Cette capacité d'être noble et d'être au-dessus de la mêlée et de comprendre qu'on est au service des autres. Non, je ne peux pas être plus en accord avec vous sur cette dernière réflexion qui clôt notre premier court-circuit de 2024. Encore une fois, merci, M. Charest. Très intéressant. Je savais que cet échange-là plairait à non seulement moi-même, mais à tous nos auditeurs. Ah oui, je commence l'année fort. On commence l'année fort. Ben oui. Ben merci, Laurence, et merci à Au Coin Stratégie et Communication de m'avoir reçu aujourd'hui. Au Bien, ça plaisir de nous fait vous revoir. plaisir. Puis au plaisir, on suit votre parcours avec grand intérêt et au plaisir de vous revoir. Bonjour à tout le monde. Merci.